Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct est de retour ce mardi avec M. Kamel Benkoussa, partenaire de fonds d'investissement à Londres et désormais, depuis le 17 décembre dernier, candidat à la candidature pour l'élection présidentielle en Algérie. M. Kamel Benkoussa, bonjour. Bonjour. Pour entretenir M. Kamel Benkoussa, aujourd'hui avec nous, notre directeur des éditions à Maghreb Émergent, M. Saïd Jafar. Saïd Jafar, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Peut-être une question que je risque d'oublier dans le feu de l'entretien. En descendant ce matin au studio pour engager cet entretien, alors nous on a constaté qu'il y avait un dispositif particulier autour du palais du gouvernement, qui est voisin de l'agence Interface Média. Les policiers m'ont dit que Ali Belhadj, ancien numéro 2 du FIS, allait tenter de revenir aujourd'hui avec plus de monde que la dernière fois pour essayer de retirer les formulaires de la candidature à la présidentielle. Alors je vais vous poser deux questions. La première, est-ce que vous êtes pour la candidature d'Ali Belhadj à l'élection présidentielle? Le droit à la candidature. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on dit que ces élections sont libres et démocratiques. Elles soient libres et démocratiques. Et dans ce sens, toute personne qui veut se présenter et défendre ses idées a le droit d'aller retirer ses formulaires et de défendre ses idées. Maintenant, ces élections doivent être centrées sur un débat d'idées, pas sur un débat de personnes. Et si M. Belhadj veut se présenter à ces élections, je pense qu'on devrait le laisser aller retirer ses formulaires. Très bien, réponse claire. Alors, maintenant, vous n'avez pas eu les mêmes difficultés que M. Belhadj, vous avez pu retirer vos formulaires. Alors, l'autre volet de la question que je voulais poser, c'est comment ça se passe pour vous une fois que vous avez retiré ces formulaires? Alors, la procédure est assez simple et compliquée à la fois. Simple, vous avez donc un courrier, une lettre que vous devez prendre avec vous et aller au ministère de l'Intérieur, donc demandant de retirer déclarant votre candidature à la présidentielle de 2014, et on vous donne donc le fameux dossier disant que vous êtes candidat, donc déclaré à la candidature, et on vous donne donc un certain nombre de formulaires. Alors, la réglementation dit que pour être éligible en tant que candidat à l'élection présidentielle, vous devez avoir 60 000 signatures légalisées. La première fois que je suis allé à ce formulaire, on a voulu me donner 20 000 formulaires. Expliquer que j'avais déjà... Avec 20 000 formulaires, vous étiez supposé ramener 60 000 signatures. Exactement. Est-ce que la photocopie des formulaires est acceptée? Non. Non, parce que il faut que ça soit un original. Alors, ce sont des paquets bleus. Par paquet, vous avez 1000 formulaires. Et chaque formulaire est numéroté. Donc, il y a un numéro sur chaque formulaire. Et ce que nous avons fait, nous aussi, dans le cadre du triage de ces formulaires, c'est que nous avons séparé ces paquets de 1000 formulaires en paquets de 50. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait des numéros manquants. Donc ça passait d'un numéro 51 à 53, c'est assez récurrent, et certains formulaires n'ont pas de numéro. Alors je ne sais pas si les autres candidats ont fait la même procédure que la nôtre, à savoir vérifier les formulaires qu'ils avaient récupérés, mais en tout cas, une grande partie des formulaires que nous avons récupérés ont ce défaut. Quelle proportion, quand vous dites une grande partie? C'est du 10%. Donc peut-être que vous n'avez pas assez de formulaires pour faire signer 60 000 personnes. Exactement. Et c'est pour ça que je vais retourner au ministère, demander à ce qu'on me redonne le double de ce que j'ai, qu'on me redonne l'équivalent de ce que j'ai déjà comme formulaire. Ajouter à cela, le formulaire en tant que tel est assez compliqué à remplir. Je m'explique là-dessus. C'est que lorsque vous voyez un militant, vous lui donnez le formulaire, vous lui dites, voilà, vous avez votre programme, vous expliquez votre vision. Le militant est enthousiaste à l'idée de supporter ou de signer pour un candidat jeune qui a réellement un programme pour l'Algérie. Et vous savez, nous, le peuple algérien, nous sommes un peuple qui aimons aller vite. On est dans la passion. Et lorsque vous remplissez ce formulaire, il y a une confusion dans le sens où la deuxième ligne, plutôt, où on vous demande nom, prénom, on a tendance à écrire son nom et son prénom, alors que c'est le nom, prénom du candidat. Que vous soutenez. Que vous soutenez. Ce qui veut dire que donc vous pouvez avoir un taux de déchets énorme, important. Ce qui veut dire que
si vous ne pouvez pas faire de rature dessus. Ça, c'est le premier point. 2, on vous demande votre numéro de carte d'électeur. Donc, ça, c'est un gros obstacle. Si je faisais un sondage en Algérie, est-ce que tous les Algériens se promènent avec leur carte d'électeur? Je pense que la majorité dirait que non. Ne savent pas où est leur carte d'électeur. Alors, on va supposer que vous avez réglé tous ces problèmes-là. Quand vous arrivez aux mairies pour valider, certifier, comment ça se passe? Alors là, c'est encore un autre problème. C'est qu'on nous explique que les présupposés à l'autorisation, à la certification des formulaires ne sont pas disponibles ou n'ont pas obtenu l'autorisation de certifier ces formulaires. Ce qui est aberrant. On est à plus de 10 jours de l'ouverture donc de cette campagne de collecte de signatures, et on nous explique qu'on ne peut pas aujourd'hui... Vous avez des cas précis? Très précis, à Mascara. Et je trouve ça aberrant. Et d'ailleurs, Alors, qu'on s'explique bien, M. Kamel Mounkoussa, vos équipes sur le terrain peuvent amener des citoyens à venir vous soutenir donc, et signer le formulaire à la mairie, mais à la mairie, on leur dira que la personne qui certifie cette signature n'est pas disponible. Dit clairement, on refuse de leur certifier ces formulaires. Très simplement. C'est excuse sur excuse. Alors, je pense que derrière tout ça, il y a une tentative pour essayer de ralentir les candidats, je ne sais pas, indépendants qui ont aujourd'hui, qui interpellent l'Algérie sur certaines problématiques et qui peuvent aujourd'hui avoir un potentiel important dans le cadre de cette élection. Ce qui est grave, parce que c'est une entrave à la démocratie en Algérie. C'est insulter l'intelligence des Algériens, et je m'insurge contre ces méthodes qui ne sont pas dignes d'un pays comme l'Algérie. Est-ce que vous avez des échos de les autres candidats, enfin j'allais dire vos confrères, au sujet de ce qui se passe dans leur campagne? Est-ce qu'ils sont en but aux mêmes difficultés? Alors, je n'ai pas eu de contact avec les autres candidats. Certains candidats me disent que bon, c'est assez compliqué, que bon, je ne suis pas rentré dans le détail de leurs problématiques. Mais je pense qu'ils doivent vivre les mêmes difficultés. Je ne pense pas que ce soit une difficulté que nous vivons particulièrement. Je pense que c'est... Alors, Monsieur Mounkoussa, vous êtes venu au mois de juin ici. Vous êtes le premier invité du direct à revenir sur le plateau de notre radio web. Et à l'époque, il était question... la problématique était... bon, voilà, l'Algérie va vers les élections présidentielles. C'est l'opportunité pour qu'il y ait un changement de cap, pour qu'il y ait une rupture générationnelle, pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance, pour qu'il y ait un nouveau modèle de croissance. Il y a une possibilité de mobiliser les forces vives du pays autour de ces objectifs-là. Vous étiez très enthousiaste, nous avons été très touchés par cet enthousiasme et ce charisme. Alors, ça vous a amené à vous engager politiquement jusqu'à être candidat à l'élection. Alors, en juin 2013, vous étiez plutôt pour un autre scénario. Si je me souviens bien, vous disiez que l'idéal, ce serait d'avoir un président qui soit reconnu, qui soit consensuel et qui pilote une transition démocratique à partir d'avril 2014. Et vous aviez même proposé dans le casting le nom du général Lamine Zeroual pour piloter cette transition-là. On en est où aujourd'hui? Alors, l'enthousiasme est toujours là, déterminé comme jamais. Pourquoi? Parce que nous avons une vision, nous sommes porteurs d'un projet pour l'Algérie. Nous sommes jeunes, j'ai 41 ans, mon équipe est jeune, et nous y croyons. Et aujourd'hui, il y a un vide politique important en Algérie. Les partis politiques qui sont engagés à la course à la présidentielle, aujourd'hui, malheureusement, ont du mal à fédérer une majorité des Algériens, et plus particulièrement la jeunesse algérienne. Et je le vois tous les jours, lorsque je vais rencontrer ces jeunes d'associations, même si il m'arrive d'être bloqué dans mes rencontres, ces jeunes attendent quelque chose de nouveau, attendent d'avoir une nouvelle classe politique, une classe jeune. Alors, pour en revenir à ce scénario dont vous faites allusion, à savoir... C'était celui que vous proposiez. Hein. Exactement. À savoir le président Lamine Zeroual qui serait là en tant que parapluie et permettre à une nouvelle élite de technocrates qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse mettre en œuvre des réelles réformes structurantes pour le pays. Malheureusement, les choses se sont compliquées en Algérie. Il s'avère que ce régime a décidé de s'accrocher au pouvoir et d'ignorer l'appel du peuple, l'appel des jeunes, et d'ignorer le fait qu'aujourd'hui, le monde change et qu'il est temps que ces jeunes prennent la place de ces dirigeants. Que,
ils ont plus de compétences, parce qu'ils ont cette génération qui est à la tête de l'État a clairement failli dans ses objectifs. 2, avoir plus de légitimité, puisqu'elle représenterait plus le peuple. Et 3, plus responsable. Ces personnes dont je faisais allusion, à savoir les technocrates, ont prouvé dans le passé qu'ils avaient été capables de mettre en place des choses dans le cadre de leur vie professionnelle. Et cette discipline serait aujourd'hui amenée en Algérie pour qu'elle puisse être mise en place dans le cadre d'un gouvernement. Ce scénario, malheureusement, n'a pas été entendu, ce qui ne veut pas dire que nous allons abandonner là-dessus. Du moins, si je puis me permettre, si maintenant le président Yamin Zerwal, et je comprends et je respecte ses motivations ou ses raisons, ne veut pas venir au secours du pays, sachant l'impasse politique dans laquelle nous sommes, nous allons continuer à travailler, à continuer à nous battre, à défendre nos idées. Elle est portée très haut et permettre en même temps au peuple algérien de pouvoir être entendu. Parce que nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre d'un projet qui sera porteur d'avenir, non seulement pour le peuple, mais aussi pour sa jeunesse. Monsieur Benkoussa, nous sommes des journalistes un peu plus vieux que vous, sûrement un peu moins enthousiastes, mais en général, à chaque élection présidentielle, on se pose la question simple, est-ce une élection ouverte ou fermée ? Donc, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que cette élection est ouverte ou fermée ? Elle est clairement fermée. Pourquoi y être, alors ? Vous savez, je suis de l'étoffe des personnes à ne pas être un défaitiste. Aujourd'hui, il y a un peuple qui attend d'être entendu, d'être écouté. C'est pas parce que, comme dit un ami, il y a on est spécialiste du foot en Algérie. C'est pas parce qu'il y a un gardien de but dans les buts qu'on ne peut pas marquer de but. Aujourd'hui, nous devons porter le débat là où il doit être. Nous devons entendre le peuple algérien et défendre notre peuple. Qu'il soit fermé. Maintenant, s'ils veulent aller dans ce processus, à savoir réélire le président Bouteflika s'il est réellement candidat à l'élection présidentielle, nous serons dans un autre débat. Nous allons non seulement porter le débat là où il doit être, sur les réelles problématiques du peuple algérien, l'économie, le social, l'entreprise, la formation, la santé, et puis en même temps, nous devons aussi faire le bilan de ce qui s'est passé sur ces 15 dernières années. Le président Bouteflika doit défendre son bilan, qui est aujourd'hui catastrophique. Même si, au jour le jour, on peut constater que le niveau de vie des Algériens s'est inéluctablement amélioré, et Dieu merci, grâce au pétrole, mais le constat est clair, c'est que ce pays est sous-géré, mal géré. Monsieur Benkoussa, si vous permettez, avant de rentrer dans le bilan de M. Bouteflika, on est clairement aujourd'hui dans une situation politique où c'est la prétention de M. Bouteflika à défendre lui-même son bilan qui est le débat. C'est ça le débat. Aujourd'hui, c'est qui doit défendre ce bilan. Est-ce que c'est le président sortant ou est-ce que c'est quelqu'un qui va, comme l'a fait pendant tous ces derniers mois, M. Sellel, le Premier ministre, quelqu'un d'autre. Or, nous sommes de plus en plus, clairement aujourd'hui, en train de nous acheminer vers un quatrième mandat d'un président qui, du point de vue de la majorité des Algériens, n'est pas en état, enfin visiblement, n'est pas en état de conduire. Il est absent de la scène depuis des mois et des mois. Est-ce que vous ne redoutez pas, d'abord, est-ce que vous avez une position sur cette question-là? Parce qu'il va bien falloir se déterminer. Si M. Bouteflika est candidat, est-ce que vous considérez que c'est une élection jouable? Est-ce que c'est une vraie élection? Est-ce que ce n'est pas un gag? Déjà, parlons de sa candidature si, dans le scénario où le président sortant Bouteflika était candidat à l'élection présidentielle de 2014. Avec tout le respect que j'ai pour le président Bouteflika, c'est un homme malade, fatigué, de 76 ans, qui a aujourd'hui du mal à communiquer avec le peuple algérien, qui a du mal à rencontrer ses homologues à l'étranger. Aujourd'hui, les personnes qui prétendent défendre l'idée d'un quatrième mandat du président Bouteflika, connaissant l'état de santé du président, je pense que ces personnes, manquent d'humanité, parce que cet homme est malade, qu'on le laisse en paix et qu'on le laisse finir ses jours avec dignité, et 2, ces personnes insultent l'intelligence des Algériens. Nous sommes aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique. Nous avons une responsabilité non seulement au niveau national, régional, mais au niveau du continent. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'avoir un président jeune qui puisse marcher, rencontrer son peuple, qui puisse défendre les intérêts de la nation sur le continent,
à l'étranger et puisse être capable de pouvoir mettre en place de grandes réformes pour ce pays. Nous sommes aujourd'hui, le temps est compté pour l'Algérie. Alors, le président Bouteflika, s'il se présente à l'élection présidentielle, il est clair que tous les dispositifs seront mis en place de telle sorte à ce qu'il puisse être réélu. Et là... Et là, votre enthousiasme, on se répète touché. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et que vous inspirent un peu les échanges violents qui se déroulent là entre Saadani et le DRS. Qu'est-ce que ça agite les médias? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, Monsieur Saadani accuse le DRS d'être dans une action de manipulation du FLN, de déstabilisation du FLN. À ce que je sache, le FLN était déjà déstabilisé avant que Saadani soit mis à la tête du FLN. Il ne s'est pas contenté de dire ça seulement. Écoutez, non, moi, il est allé un peu plus loin que ça. Saadani ne s'est contenté de parler du FLN. Il parle du DRS qui contrôle l'État, l'espace, les partis, les médias, la justice. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une sincérité dans cette démarche? Est-ce que même si c'est instrumentalisé, est-ce que ça permet de soulever un débat sur le statut des services de renseignement en Algérie? Alors, il y a 2 points là-dessus. Sur la sincérité de M. Saadani, lorsque vous avez un chef de parti qui vous dit que M. Chakib Khalil est clean, alors que la presse les instances internationales ont clairement identifié des affaires de corruption de l'ancien ministre de l'Énergie, je pense que là, on frise le ridicule. Donc, sur le sérieux de M. Saadani, là, il y a un point important à noter sur de telles déclarations. Sur la responsabilité, sur l'implication des services dans les décisions des affaires publiques, moi, je suis pour un pouvoir civil. Les services doivent rester dans leur domaine d'expertise, à savoir la sécurité nationale. Ce pays doit être dirigé par une instance civile. Il faut aujourd'hui avoir des experts dans tous les domaines qui puissent prendre de réelles dispositions, de réelles décisions, avec un engagement qui soit réel, avec des responsabilités qui soient réelles. Rassurez-moi, M. Belkoussa, des experts qui passent quand même par les urnes. Hein. Bien sûr. Article 11 de la Constitution. Par le peuple. Oui, parce que le gouvernement des technocrates, on était à un moment donné, on se posait déjà la question au mois de juin, de savoir si on n'était pas quand même dans une formule semi-autocratique où seul le président de la République serait élu, mais où ceux qui allaient gouverner pouvaient ne pas avoir d'itinéraire politique. Voilà. Écoutez, revenant à la discussion que nous avions eue il y a quelques mois sur ce scénario où le président Lamine Zeroual reviendrait aux affaires avec un gouvernement jeune de technocrates, à ce que je sache, le Premier ministre, dans le cadre de ce dispositif, serait nommé donc par le président, avec une réforme donc du statut du Premier ministre en tant que chef de gouvernement et non plus le président chef de gouvernement. Et là, on en arrive dans le cadre de l'application de l'exercice de ce gouvernement, une responsabilité du gouvernement. Si demain le gouvernement faillit à ses responsabilités, à savoir réellement réformer le pays, apporter des solutions aux problématiques du peuple algérien, il est tout à fait normal que ce gouvernement soit dissous et qu'on puisse remettre le vote aux Algériens. Monsieur Belkoussa, vous êtes trader financier à Londres, vous êtes connecté aux places financières dans le monde. Vous étiez. Est-ce que les grandes capitales mondiales pensent que Bouteflika va être président? Qu'est-ce qu'elles pensent de ce qui se passe? Parce que nous, en tant que journalistes, on essaie d'expliquer à nos confrères étrangers, mais avec beaucoup de difficultés, que cela risque de se produire, mais ils n'arrivent pas toujours à nous croire. Alors, je suis allé, moi, aux États-Unis il y a quelques mois. J'ai été reçu au Congrès, expliquant que l'élection présidentielle de 2014 était un enjeu majeur pour le pays, non seulement pour le pays, mais pour la stabilité de la région. Eux voyaient la chose différemment, pensant que le régime actuel aurait l'intelligence, vu l'évolution du printemps arabe, de l'impasse tunisienne, de la situation compliquée en Libye, sans parler de l'Égypte et de la Syrie, aurait l'intelligence d'enclencher, bien avant l'élection, un processus de transition réel. Aujourd'hui, il y a encore quelques jours, j'étais en échange avec certains de mes amis
à Washington et qui m'ont clairement dit qu'ils étaient inquiets quant à l'évolution du processus dans le cadre de cette élection. Donc on commence à prendre conscience qu'on va vers un statu quo. On commence à prendre conscience qu'on va d'un statu quo dangereux pour le pays, un statu quo dangereux pour la stabilité de la région. Je pense que sincèrement, aujourd'hui, il faut avoir conscience, et là, c'est pour répondre aussi à votre question que vous m'avez posée, à savoir pourquoi aller à cette élection sachant que tout est, entre guillemets, soi-disant joué d'avance, c'est qu'il faut avoir une responsabilité vis-à-vis de son peuple, devant son peuple, et avoir ce devoir de patriote. Alors, j'aime la politique, j'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime l'économie, je la comprends, je l'analyse et je la sens. Alors aujourd'hui, ma responsabilité, ayant tout cet éventail d'expertise ou d'amour jumelé à un amour de mon pays, il est normal que je me lance dans cette élection présidentielle et que je porte une nouvelle voix pour l'Algérie. Oui, mais vous prenez le risque, M. Benboussa, d'apporter votre crédit d'expert, de patriote, tel que vous êtes défini, de jeune, capable d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter votre crédit à quelque chose qui va ressembler à une bouffonnerie. C'est-à-dire parce que moi, je prends la responsabilité de ce mot. C'est-à-dire avoir un président qui est inéligible, mais qui est quand même élu. Alors moi, je fais confiance au peuple algérien. C'est à lui de me donner raison, et c'est son choix de me donner raison. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de porter une nouvelle voie. Est-ce que nous devons aujourd'hui capituler, dire que les élections sont données d'avance, et dans ce cas, ne pas porter la voix d'une majorité du peuple algérien? Vous savez, quand vous vous promenez dans les régions en Algérie, il y a une misère sociale qui est visible, que l'on sent. Ne croyez pas que tous les Algériens vont voter pour le président Bouteflika. Le problème n'est pas là tellement. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue Saïd, mais on a plus un problème de voter ou ne pas voter, plus que de celui de savoir si on va voter pour Bouteflika ou pour quelqu'un d'autre. Le sentiment que j'ai, moi, en circulant aussi un peu dans le pays, c'est qu'il n'y a pas un très fort intérêt pour cette élection. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais si demain, vous avez le président Bouteflika, candidat à l'élection présidentielle, homme âgé, fatigué, malade de 76 ans, qui a failli au cours de ces 3 derniers mandats... Ça risque d'aggraver la désaffection populaire pour les élections. Qui a failli au cours de ces 3 derniers mandats, et en face de lui, vous avez un candidat jeune, 41 ans, avec une réelle vision pour son pays, avec de réelles solutions, qui aime son pays, qui a un discours de vérité. Parce que c'est très important. Vous savez, considérer le peuple algérien, lui redonner sa dignité, lui dire la vérité, le respecter. Et ce sont des mots qui sont importants. Et quand vous êtes au contact du peuple algérien et que vous lui dites à quel point il est important qu'il se mobilise pour son avenir et que vous avez ce discours de vérité, je peux vous assurer que la bataille n'est pas perdue. Vous pouvez demain créer un élan populaire pour que le candidat qui est, entre guillemets, déclaré comme étant outsider, zéro chance de pouvoir y arriver, puisse être porté par le peuple, parce que dans toute cette équation, quelles que soient les manipulations qui sont avancées, dans toute cette équation, le peuple est oublié. Et moi, je suis là pour me présenter. Une élection, c'est se présenter devant son peuple, et pas devant des institutions, et pas devant des gouvernants. Je me présente devant le peuple algérien. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que je puisse fédérer une majorité de mes compatriotes et de faire en sorte qu'ils puissent voir dans cette vision d'avenir de l'Algérie quelque chose qui puisse les faire rêver, leur donner de l'espoir. Là est ma volonté, là est mon objectif, et nous y arriverons. Il ne faut jamais baisser les bras. Et Moi, j'ai pas envie de prêcher. Il y a Fikra qui organise ce week-end, il y a ce colloque sur l'optimisme, et donc j'ai pas envie d'aller à rebrousse-poil de ces idées-là, mais j'ai bien peur, M. Benboussa, que vous êtes un peu présomptueux de la capacité de la classe politique, pas la vôtre, de la classe politique algérienne aujourd'hui, au bout d'un processus de 15 ans de dépolitisation du pays, on pourra en reparler dans le bilan,
présomptueux sur sa capacité à remobiliser, à redonner du sens, à redonner de l'intérêt pour la chose publique et pour la politique. Aujourd'hui, pour les Algériens, on a eu à peu près, officiellement, moins de 50% de votants pour la dernière présidentielle. Je ne parle pas des taux de participation aux élections législatives. Aujourd'hui, les Algériens, s'ils voient le candidat Bouteflika être validé, sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, il faut s'attendre à une débâcle en termes de civique. C'est-à-dire les Algériens ne vont pas regarder ces élections. Déjà, ils ont du mal à s'y intéresser parce qu'ils sentent venir cette forfaiture. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont mener campagne risquent de venir vouloir relégitimer ce qui ne peut pas l'être. C'est un risque. Évidemment, chacun l'évalue. M. Benflis considère qu'il peut le prendre. Beaucoup d'autres candidats considèrent qu'ils peuvent le prendre. Vous êtes dans cette catégorie. Il y a des partis politiques qui ont choisi de ne pas jouer le jeu. Le boycott n'a jamais servi le peuple. Citez-moi un exemple dans l'histoire de l'Algérie récente où le boycott a permis au peuple d'avancer socialement. C'est-à-dire, pour vous faire une petite remarque, ça n'a pas vraiment changé aussi. Les participations passées, on s'inscrit différemment. Je dois m'expliquer là-dessus. C'est que nous sommes aujourd'hui... Vous savez, nous aurions pu créer un parti politique, une structure, avant cette élection, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir cette machine qui puisse nous permettre d'être beaucoup plus visible dans le cadre de cette élection. Nous avons décidé de faire les choses autrement. Nous avons travaillé sérieusement sur notre vision, parce que la problématique sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est les enjeux de l'Algérie, l'état de l'Algérie aujourd'hui. Lorsque vous rentrez en politique, c'est pour apporter des solutions à un état que vous constatez être délétère. On est d'accord là-dessus. À la base, c'est déjà faire son travail, savoir est-ce que vous avez un programme, est-ce que vous avez une vision pour ce pays, quelles sont vos solutions. Alors nous avons travaillé là-dessus, de telle sorte à ce qu'on puisse fédérer un maximum d'Algériens derrière cette vision. Après cette élection, nous créerons un parti politique, mais un vrai, je ne dis pas que les autres sont des faux partis politiques, mais un parti politique différent, un parti politique qui puisse réellement jouer son rôle sur la scène politique et qui bouleversera les lignes. Et je vous dirais très sincèrement et de façon très franche que notre objectif, nous serons l'une des premières forces politiques dans les 5 prochaines années. Et je peux vous l'assurer parce que ce parti politique sera jeune, il sera jumelé d'un think tank incubateur d'idées, il sera très proactif, ce sera une période excitante parce qu'il y aura un travail d'écoute, d'échange avec le peuple. On touchera la majorité du peuple algérien. Oui, mais attendez, M. Benkhoussa, là aussi, vous faites le saut par-dessus à une situation réelle. Quel est le diagnostic que vous faites de l'échec des partis politiques existants? Pourquoi ils ont échoué, d'après vous? Parce qu'ils ne réfléchissaient pas? Parce qu'ils ne voulaient pas aller vers les gens? Écoutez, ça, c'est pas à moi. C'est un point de départ. Vous allez créer une entreprise. Vous êtes économiste, vous êtes financier. Vous choisissez un secteur d'activité. D'autres entreprises ont échoué dans cette activité. Vous posez la question quand même, pourquoi elles ont échoué, ces entreprises? Pour les partis politiques, quel est le constat que vous faites? Le diagnostic que vous faites? Le diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques qui sont aujourd'hui en place en Algérie ne représentent pas le peuple, ne sont pas élus, ne sont pas suivis par le peuple. Vous l'avez vu lors des dernières législatives, le FLN qui ramasse la mise avec 1,3 million de votes récupérés. Monsieur Benkhoussa, vous m'avez dit tout à l'heure, avant le début de cette émission, qu'il y avait des activités de soutien à votre candidature qui avaient été interdites par des autorités locales. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que depuis 10 ans, depuis 15 ans, en Algérie, si les partis politiques n'ont pas grandi, s'ils ne sont pas connectés à la population, à l'opinion, c'est parce qu'on interdit le fait politique en Algérie? Et vous ne dites rien sur cela? Je suis d'accord avec vous. Le fait politique, il est interdit de faire de la politique en Algérie? Il est interdit de faire de la politique, mais nous allons faire de la politique. Et je peux vous assurer une chose, c'est que demain, c'est une prérogative pour l'Algérie. Nous ferons de la politique et nous porterons le débat là où il doit être. Nous porterons le débat sur un débat d'idées et pas sur un débat de personnes. Maintenant, vous me dites qu'il y aura très certainement des blocages, très certainement, mais nous allons nous battre. Que voulez-vous que je vous dise? Voulez-vous qu'on arrête et qu'on laisse ce pays à sa faillite? Surtout pas, mais faire quand même le bon diagnostic. Le diagnostic est très bon, vous savez. Il y a aujourd'hui une impasse politique. Ça ne veut pas dire que s'il y a une impasse politique, que de nouvelles tentatives politiques ne pourraient pas avoir de succès.
Nous concevons la conception de notre parti politique sera différente, sera une organisation à l'horizontale. En fait, ce que Arsène veut dire, c'est qu'il y a un blocage dans le système lui-même qui interdit tout simplement à un homme politique l'accès à la population, pour dire les choses simplement, pour ne pas... Ça existe, l'accès à la population. Vous savez, vous venez, les Algériens, on commence à vous connaître depuis quelques jours. Mais une démarche politique, un processus politique aurait voulu qu'il y ait un jeu politique ouvert depuis de longs mois où vos idées auraient pu avancer. Là, vous débarquez comme si vous tombez du ciel. Et pour beaucoup d'Algériens, c'est assez surprenant. Donc c'est ça, quand on parle de problème politique, c'est un peu de cette situation. Alors je répondrai là-dessus. Je viens de l'étranger. Je suis algérien. J'ai fait mon expérience en Amérique du Nord et en Angleterre. J'utiliserai mes leviers pour imposer notre parti politique, notre vision. Alors, le monde change, l'Algérie doit changer avec. Et si dans le passé, les partis politiques n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils n'avaient pas de réseau à l'international qui leur permettrait de les soutenir au niveau national. Ce n'est pas tout à fait vrai, M. Benkhoussa. Le FFS est membre de l'Internationale socialiste, oui. et il avait une vraie base populaire en Algérie, et aujourd'hui il est en crise parce que pendant des années il n'a pas pu faire de la politique, et il se retrouve maintenant recroquevillé sur des problèmes internes. C'est vrai pour d'autres partis politiques. Les leviers à l'international, je ne sais pas quelle est la... Qu'est-ce que vous essayez à l'international? Vous savez, le régime en a beaucoup plus que les partis politiques. Ces partis ils sont beaucoup plus influents. Si ces partis politiques avaient changé leur tête régulièrement, comme ils le demandaient au niveau de l'État, peut-être qu'ils auraient pu se réinventer plus rapidement. Alors moi j'aurais souhaité quand même vous entendre dire un mot sur les positionnements tactiques. Vous avez utilisé le mot fédérer les Algériens, oui, ce qui est agréable à entendre. Mais est-ce qu'en voulant fédérer, vous n'allez pas aussi chercher des appuis, des alliances avec d'autres candidats éventuellement, et puis avec d'autres partis lorsque vous créerez le vôtre? Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire tout seul. Bien sûr que non. Est-ce que vous vous sentez proche en particulier d'un courant, d'un candidat auquel vous penseriez éventuellement, s'il y a un deuxième tour, appeler à voter s'il est présent au deuxième tour? Alors, pour l'instant, je ne suis toujours pas officialisé en tant que candidat à la présidence de 2014. Je ferai un appel d'alliance avec les candidats démocrates qui veulent aujourd'hui réellement changer l'Algérie. De telle sorte à ce que chacun puisse se présenter avec ses chances à cette élection. Si nous n'avons jamais eu de deuxième tour en Algérie, si il y a un deuxième tour, nous ferons en sorte, dans le cadre, je proposerai de faire en sorte que nous puissions avoir un contrôle de nos urnes et que l'on puisse amener nos militants à telle sorte à ce qu'on puisse garantir que ces élections puissent être libres et transparentes. Et dans tous les cas, restant sur cette supposition d'un second tour, restant dans la supposition qui est aujourd'hui la plus probable, la présentation de la candidature de M. Bouteflika, vous appelleriez à voter pour le candidat le mieux placé au second tour face au candidat sortant? Dès lors où il partage les idées que nous défendons, bien sûr. Si c'était M. Benflis, vous le feriez pour M. Benflis face à M. Bouteflika? Écoutez, aujourd'hui, on ne nous en sommes pas à ce niveau-là. Maintenant, nous devons en discuter lorsque j'en discuterai avec M. Benflis, voir quels sont nos points de ralliement. Et si nous sommes d'accord sur une grande majorité de notre vision, notre programme, nous en discuterons très clairement. Et il faut aujourd'hui, si maintenant M. Benflis s'engage à réellement être l'homme qui voudrait apporter une transition en Algérie, nous devons le faire. Maintenant, si ça pourrait être un autre candidat, le plus important, ce n'est pas le qui, mais c'est le comment. Nous devons aujourd'hui apporter des solutions à ce pays. Et c'est là la question. Ce n'est pas la personne, est-ce M. Benflis ou M. tel ou M. tel. Aujourd'hui, on a tendance à limiter cette élection présidentielle à une élection de personnes. Qu'est-ce qui doit changer, selon vous, fondamentalement dans l'État algérien? En termes d'évaluation, quelle est sa gouvernance? Voilà, c'est très simple. Ce pays est sous-géré. Il n'y a pas de fatalité en Algérie.
quand on m'explique que les Algériens sont condamnés à souffrir et que c'est une fatalité de vivre dans une misère ou de faire la queue devant les consulats, ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Mais est-ce que c'est ça le tableau de l'Algérie aujourd'hui? Vous avez écrit dans une contribution publiée sur le Soir de l'Algérie qui s'appelle La bulle illusionniste. Vous avez reconnu dans un premier paragraphe de ce texte que le pouvoir d'achat s'est amélioré en Algérie, que le niveau de vie des ménages s'est amélioré, et que donc c'est pas le problème numéro un que celui de l'extension de la misère qui est le problème d'aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est fait sur un modèle qui est une bulle et qui risque d'exploser à tout moment. Écoutez, je suis un chef de famille, vous êtes mon fils. Vous sortez de l'université et je vous dis, ne va pas travailler, je vais te donner ton argent de poche. Il arrive un moment où je ne pourrai pas travailler, moi, en tant que père de famille. Donc, les subventions, l'argent de poche que je donne à mon fils, au bout d'un moment, va s'arrêter. Et toute l'expérience, toute la compétence que mon fils aura eue à l'université, après 10 ans d'oisiveté, à rester à la maison, à rien faire, à recevoir de l'argent gratuitement, il va perdre cette expertise. Est-ce que c'est lui rendre service de le traiter de cette manière, ou c'est, un, l'insulter, et deux, lui tirer une balle dans le pied? Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième scénario. Mais comment en sortir, sachant que dans ce modèle de fonctionnement, il y a des intérêts bien établis qui sont installés et qui en tirent profit. C'est ça l'enjeu pour mettre l'économie et la politique ensemble. La rente est liée aussi à ça. Dans notre programme, nous réglementons l'accès à la rente. Il faut que ça fasse partie de la nouvelle Constitution, que l'on puisse limiter l'accès à la rente au prochain gouvernement. C'est la réforme des institutions, ça c'est très important. Vous savez, vous pouvez avoir le meilleur modèle économique, si vous avez des dirigeants qui ne fonctionnent pas normalement pour l'intérêt collectif, ça ne marchera pas. Donc il est clair qu'aujourd'hui le gros problème de l'Algérie, c'est sa gouvernance, qui est une mauvaise gouvernance. Ça devra changer. Vous savez aussi que l'Algérie souffre d'un désencadrement. À partir des années 90, beaucoup de gens sont partis, qu'il y a un vrai problème d'encadrement un peu partout, que la question de la compétence des acteurs est vraiment posée. C'est une très bonne question. Je ferai appel à la diaspora algérienne, qui est compétente. Vous savez, on a la chance d'avoir des jeunes Algériens vivant à l'étranger qui ont acquis une expérience exceptionnelle, en plus financée par l'étranger, même pas, qui n'a rien coûté à l'Algérie, qui permettrait à l'Algérie de récupérer 20 ans de compétences du jour au lendemain, dès lors on le permet à ces jeunes de venir s'exprimer en Algérie. Comment faire concrètement? Parce que c'est ça. Pourquoi ça ne se fait pas maintenant? On est ici à Maghreb émergent. Prenons l'exemple du Maroc. Vous allez au Maroc, vous êtes marocain de l'étranger, vous avez travaillé à New York ou à Londres, vous avez des conditions. Je pense que je l'ai dit la dernière fois lors de... Oui, absolument. Il est bon de le rappeler. Lorsque vous êtes un père de famille, que vous travaillez pour un fonds ou une banque ou une grosse entreprise à l'étranger, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. La première question, c'est les écoles, savoir quelle est la qualité des écoles. Pas prendre un risque d'aller dans un pays et de bâcler l'avenir de vos enfants. Donc la première question, c'est les écoles. Un, remettre à niveau notre enseignement. Ça, c'est l'un des premiers points. Deux, les infrastructures, le logement. C'est très important. Il y a un cadre de vie à mettre en place. Trois, les salaires. Permettre aussi à ces personnes-là de pouvoir sortir leur argent facilement, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas aujourd'hui en Algérie. Donc il y a tout un cadre à mettre en place qui permettrait d'attirer ces compétences en Algérie. Certaines grandes entreprises algériennes le font à leur manière. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'il faut aussi, vous savez, la technologie n'a jamais été aussi facile à être achetée qu'aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de faire venir de la compétence algérienne ou autre dans un pays. Vous avez de l'argent, vous avez une crise mondiale, vous avez des personnes qui ont une expertise exceptionnelle, qui ont perdu leur boulot, qui demandent à avoir une expérience excitante, motivante, et qui veulent aujourd'hui aller dans des pays où il y a un potentiel énorme. L'Algérie fait partie de ces pays. Pourquoi ne pas faire venir ces personnes-là? Les payer un certain salaire, l'équivalent de ce qu'ils gagnaient à l'étranger, ça va nous coûter un peu d'argent, mais en même temps, ça va nous permettre de pouvoir former nos jeunes. Parce que
la connaissance a un prix. Et aujourd'hui, nous devons apporter cette connaissance. Le capital humain est l'avenir de l'Algérie. Ce n'est pas son pétrole ni son gaz. Et quand bien même on a du gaz de schiste, parce qu'on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, le futur de l'Algérie est sa compétence, son capital humain, sa connaissance. Et c'est sur cela qu'on doit... Oui, mais est-ce que... Alors, vous venez de dire, je voulais m'arrêter sur cette proposition, qu'il fallait constitutionnaliser, donc limiter par la Constitution l'accès à la rente. Est-ce que vous pensez que la rente doit durer si longtemps que ça pour que ça soit un sujet traité par la Constitution? Les experts disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Je ne suis pas expert dans le domaine, je lis les rapports d'experts. Beaucoup disent qu'on n'en a pas pour très longtemps. Donc pourquoi en parler dans la Constitution? D'où l'urgence. Arrêtons de surexploiter notre sol. Sachant que vous avez un réservoir qui est limité. Est-ce que vous allez continuer de façon naïve à surexploiter ce réservoir, ou est-ce que vous allez plutôt vous dire, écoutez, nous avons surexploité, nos réserves sont limitées, elles ont beaucoup baissé, soyons plutôt pragmatiques, sérieux dans la gestion de nos réserves. Quand vous avez, c'est au même niveau que vos économies. Vous êtes un chef de famille, vous avez de l'argent, vous savez que votre entrée d'argent diminue, que vous avez un certain niveau d'économie. Est-ce que vous allez continuer à dépenser sans compter? Ou est-ce que vous allez vous dire, maintenant, ce que j'ai en réserve, en économie, est très limité et diminue, je vais plutôt ralentir mon train de vie? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Il faut discipliner l'État, faire en sorte qu'il puisse ralentir son train de vie et faire en sorte qu'il puisse utiliser le temps qui lui est imparti aujourd'hui pour réellement utiliser cet argent pour pouvoir réellement restructurer l'économie. Est-ce que vous aurez suffisamment le courage politique d'aller vers ce que certains appellent la vérité des prix pour l'électricité, ça pose un vrai problème, parce que la redistribution qui est effectuée un peu par le système, elle fonctionne sur ces aspects-là, hein. Le carburant à bas prix, l'électricité à bas prix. Est-ce que vous pouvez aller dans ces sens qui sont plutôt antipopulaires, hein? Alors vous partez d'une hypothèse qui est très claire. Vous partez de l'hypothèse où les Algériens gagneront toujours le même salaire. Moi, je pars d'une hypothèse de croissance. Je pars d'une hypothèse où les Algériens gagneront plus. Parce qu'il y aura de la croissance. Les entreprises, principalement privées, seront le moteur de croissance en économie, permettront aux Algériens de gagner plus et de vivre mieux. Donc, si maintenant vous gagnez plus, il est bien normal que il est beaucoup plus facile ou acceptable pour vous de payer plus pour votre électricité ou pour votre essence et de pouvoir en même temps alléger le budget de l'État et de faire en sorte que l'État puisse utiliser cet argent en surplus pour les populations démunies, pour les générations futures. C'est une question d'allocation de ces capacités. Mais si vous me parlez d'un modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui, à savoir... Celui de la bulle. Celui de la bulle, à savoir on vous donne de l'argent alors que votre salaire réel n'augmente pas, tout est importé, vous payez un stylo ou un verre au prix français, comme si vous étiez à Paris, alors que vous vivez à Alger, vous gagnez beaucoup moins que les Français, et en quelque part, vous payez la main-d'œuvre française, ou étrangère, peu importe. Moi, je vous parle d'un autre modèle. Un modèle où on produit, nous, chez nous. Où ce verre, au lieu de le payer l'équivalent, par exemple, de 1000 dinars, vous allez le payer 10 dinars. Ce modèle vertueux n'est pas purement technique. C'est un élément politique à mettre en place. Le président Barack Obama disait il n'y a pas très longtemps, un plan sans action n'est pas un plan, mais qu'un discours. Alors, notre programme est un programme qui aura une action. C'est pour ça que écrire des idées économiques réalistes pour l'Algérie ne suffit pas. Il faut une implication politique. Il faut savoir mettre en place ces réformes. Il faut du courage politique, comme vous l'avez dit. Et nous l'avons. Et nous sommes jeunes. Nous avons le temps devant nous. Et nous connaissons l'évolution du monde. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant 13 ans dans un fonds macroéconomique. Macroéconomique, je m'explique là-dessus.
C'est un fonds qui analyse les différentes tendances des économies, des États-Unis, l'Europe, l'Asie. Alors le niveau d'inflation, le chômage, l'endettement. Vous avez tous ces paramètres à considérer pour prendre des positions. Je prenais, moi, des positions sur les marchés interbancaires, donc l'évolution des taux directeurs de banques centrales. Et ça permettait en même temps de sentir le pouls, comment ces économies évoluaient. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis, nous, en tant que fonds, à cette époque, de pouvoir nous positionner en 2007 sur les subprimes, avant même qu'elles arrivent. Et Vous dites vous positionnez, en fait, vous désengagez des subprimes. Comment ? Vous désengagez, avant qu'elles n'arrivent. Avant qu'elles n'arrivent. De vous désengager des positions, des portefeuilles où il y avait des subprimes. Je n'avais pas de position dans les subprimes, et je disais que ceux qui avaient des positions dans les subprimes étaient en danger, et même qu'ils prenaient un risque qui n'était pas éthiquement soutenable. C'était pas. Et donc nous avons, vous savez, il ne faut pas réinventer les choses. Il faut avoir son domaine d'expertise, analyser les choses, savoir où nous allons. Nous avons aujourd'hui, nous, cette expertise en termes d'analyse économique. Monsieur Benkhoussa, là, ce sont vos qualités de prévisionniste dont vous parlez en ce moment. Alors moi, je vais interpeller ces qualités-là pour vous demander, la bulle dont vous parlez, vous avez bien étayé dans cet article sur le soir d'Algérie, alors dans le scénario que nous sommes en train de vivre, celui de 2014, avec probablement une reconduction à l'identique du système de gouvernance, est-ce qu'il y a une petite chance qu'elle se mette à se dégonfler? Vous parlez de 56 milliards de dollars de transferts sociaux au total en 2014 sur la loi de finances. Est-ce qu'il y a une petite chance qu'elle se mette à se dégonfler? Ou est-ce que le risque, finalement, qu'elle explose, cette bulle, et qu'elle nous ramène vers le mur, est-il plus fort, ce risque-là? Je pense pour le second scénario. Je pense que si cette administration est remise en charge de ses responsabilités après l'élection présidentielle, nous allons frapper un mur à grande vitesse. Je pense que l'Algérie verra le pire dans les années à venir. Je sais qu'on a en mémoire les années 90, mais je pense que ce qui va arriver demain sera pire que ce que nous avons vécu. Le think tank Nebni parle de 2017-2018, croisement de la courbe, enfin, renversement, balance des paiements, balance commerciale, fonte de... Mon spécialiste sur les questions énergétiques, lui, parle de 2022. Tout est relatif. Malheureusement, avoir des données... C'est pas très loin, mais il est très difficile d'avoir une base de données réaliste en Algérie, et je pense que ça a été fait... intentionnellement, éviter d'avoir un bilan pragmatique. Est-ce que finalement votre temps politique, M. Benkhoussa, c'est pas celui-là, celui où l'Algérie va arriver à la crise? C'est à ce moment-là qu'on va vous écouter. Parce que les prêcheurs de mauvaises nouvelles, en règle générale, on n'aime pas les écouter quand on est bien, on va dire, voilà, c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est plutôt mal vu. Hein. Écoutez, moi je suis pas là pour vous faire déprimer. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire que demain, nous allons payer le prix de ces 15 dernières années de mauvaise gouvernance. Et j'ai la responsabilité de vous le dire. Je suis dans ce domaine économique. Demain, si ça arrive, et si je me tais aujourd'hui, vous allez me dire, mais M. Benkhoussa, il y a 5 ans, pourquoi vous n'avez pas dit que ceci ou cela? Mais... dans ces cas-là, vous avez tout à fait le droit de poser cette question, premièrement. 2, mon intégrité sera remise en question. Je ne peux pas aujourd'hui être dans un engagement politique, dans une position de mensonge. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Je suis là pour dire clairement ce qui va mal. Je suis là pour dire clairement, même si ça va à l'encontre de l'intérêt d'une certaine classe de la population algérienne, que ce modèle de subvention à tout va est un mauvais modèle, qu'on doit redonner la dignité aux Algériens, leur permettre de vivre dignement de leur travail et qu'ils n'attendent pas que l'État les subventionne, qu'il faut arrêter de démobiliser le peuple algérien. Il faut aujourd'hui reconstruire une société algérienne. Alors, il s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, des événements au niveau mondial, puisqu'on fait beaucoup référence, et c'est bien avec vous, à ce qui se passe dans le reste du monde.
il s'est passé, il y a une évolution dans les pays émergents qui a apporté un peu de l'eau au moulin des tenants du statu quo en Algérie. Du statu quo, c'est-à-dire pas d'ouverture tout azimut, priorité à l'investissement public, etc., etc. C'est la crise des monnaies et la crise des places financières des pays émergents. Je pense à la Turquie, à l'Inde, au Brésil. Et donc, des crises qui a fait déverrouiller, enfin, qui a fait baisser la parité de leur devise. Hein. Alors, en Algérie, il y a des candidats à la présidentielle qui sont sur un positionnement un peu identique au vôtre. Je pense notamment à M. Ali Benouari, qui est passé ici chez nous à Radio M, et qui préconise, pour devenir attractif, pour devenir compétitif, qui préconise la convertibilité totale du dinar tout de suite. Il dit c'est ça la solution à nos problèmes. C'est comme ça que nous deviendrons maîtres de notre destin. Et bon, voilà, c'est ce qui vient de se passer dans les pays émergents peut aujourd'hui contredire une démarche comme celle-là, d'ouverture tout azimut. Alors, c'est une très bonne question. La convertibilité totale du dinar, nous y arriverons très certainement à l'avenir. Est-ce que nous devons avoir un dollar flottant? Moi, je suis contre aujourd'hui. Un dinar flottant. Un dinar flottant, excusez-moi. Je suis contre aujourd'hui. Il y a d'autres priorités, à savoir solidifier notre économie, notre industrie, et permettre... Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir un dinar flottant pour pouvoir permettre à cette économie de décoller. Aujourd'hui, il faut déverrouiller tous les blocages à l'investissement en Algérie. Permettre aux entreprises algériennes d'aller à la conquête de l'étranger. S'ils veulent aujourd'hui acheter une entreprise en France ou ailleurs et transférer des dinars, échanger des dinars contre des euros ou des dollars, ça doit être permis à 100%, sans avoir des blocages. C'est là la question. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'argent en circulation en Algérie, permettre à cet argent de pouvoir être réellement investi dans des infrastructures ou dans des entreprises, dans des secteurs compétitifs où l'Algérie a tout à gagner. Après, dès lors où nous avons une économie forte, à savoir où les exportations hydrocarbures représentent moins de 60% de nos exportations, et que la contribution des entreprises, de l'industrie au PIB algérien, à la richesse algérienne, dépasse les 20%, vous voulez convertir le dinar, allons-y. Alors, ici en Algérie, il y a eu débat. Est-ce qu'il ne faut pas créer un fonds souverain pour faire des placements à l'identique comme les Koweïtiens ou d'autres pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une option intéressante? Est-ce que vous pensez que les Norvégiens sont aussi naïfs que ça, d'avoir créé un fonds souverain, ou est-ce que vous pensez que d'autres pays, comme Singapour, ont été aussi naïfs que ça pour aller dans ce type de voie, à savoir création d'un fonds souverain qui permet de pouvoir faire un arbitrage entre investissement pour les générations futures, infrastructure aujourd'hui, restructuration d'économie? Ma réponse est très claire. Nous devons avoir un fonds souverain. Le Nigeria a créé son fonds souverain. Nous devons avoir son fonds souverain pour plusieurs raisons. Un, ça va permettre de stériliser une grande partie d'entrée d'argent au lieu qu'elle soit convertie en dinars, qu'elle puisse rester en devise. Deux, amener plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Trois, ça imposera d'avoir une vision. Quatre, il faudrait quand même penser aux générations qui vont venir. Et le fonds souverain doit s'inscrire dans cette optique. Alors ceux qui, aujourd'hui, et j'irai même plus loin, c'est aberrant qu'on n'ait pas de fonds souverain aujourd'hui. Alors on nous met ce fonds de régulation comme étant un fonds souverain, alors que c'est tout simplement une boîte noire. Lorsqu'une entreprise publique est déficitaire, tel ministre demande à telle banque de transférer tant de milliards à tel... L'Algérie a raté des opportunités en termes d'acquisition ces dernières années. Est-ce qu'elles existent toujours, ces opportunités sur le marché mondial? Il y a toujours, vous savez, lorsque vous avez de la compétence a un prix. Nous avons besoin de cette compétence. Donc, est-ce qu'il aurait été préférable d'acheter ces entreprises en plein milieu de la crise? Ça, c'est certain. D'ailleurs, on m'avait demandé quel était le bilan de ce que je disais à cette époque-là, lorsque la crise avait commencé, alors que je disais que l'Algérie devait profiter de cette crise pour pouvoir avoir du savoir-faire.
je crois 1 an et demi ou 2 ans après, les marchés actions avaient déjà repris en valeur de plus de 20%. Donc clairement, nous avons loupé un coche. Est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard. Ça nous coûtera plus cher. Mais est-ce que le peuple algérien mérite que l'on dépense pour lui? Oui, il mérite que l'on dépense pour lui. Il n'est jamais trop tard. Nous devons former nos enfants et faire en sorte qu'on puisse avoir une économie différente. Monsieur Benkoussa, en attendant que vous deveniez président de la République algérienne, ce que nous vous souhaitons, est-ce que vous accepteriez d'être le président d'un fonds souverain algérien dans les années qui viennent? En attendant la présidence? Oui. En attendant la présidence du pays, président d'un fonds souverain. Écoutez, moi je du fonds souverain, parce qu'on va pas du fonds souverain algérien. Du fonds souverain. Écoutez, moi on va le placer à 50 milliards de dollars pour démarrer. Ce serait bien 50 milliards de dollars. On commencerait avec quelque chose de sérieux, je pense. Peu importe qui le dirigera. Moi, je m'inscris dans la continuité, dans la durée, et je veux apporter mon expertise à l'Algérie. Je contribuerai, s'il m'est demandé, à la mise en place du fonds souverain. Je n'ai aucun souci à apporter mon expertise, parce qu'il est nécessaire d'avoir un fonds souverain, nécessaire pour l'Algérie, nécessaire pour nos enfants. Et donc, j'aiderai naturellement à la création de ce fonds souverain. Que vous inspirent les ennuis des Libyens avec Goldman Sachs à propos du fonds souverain libyen? Vous connaissez l'histoire, hein? Oui, cette histoire est assez... cette histoire est assez... je connais très bien l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris des positions sous recommandation de Goldman Sachs, et le trader qui avait pris ces positions s'est vanté d'avoir fait beaucoup d'argent dessus. Et c'est à ce moment-là qu'en fin de compte, la rumeur a tourné et que... 350 millions de dollars. Et qu'ils ont demandé, je crois, à la Société Générale de vérifier les positions qu'ils avaient prises avec Goldman Sachs. Ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils avaient payé beaucoup trop cher leurs positions. Et là, on revient à cette question de compétence. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'ignorance. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous proposer un produit et que vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière et que vous prenez des positions, que vous engagez dans ce type d'investissement, c'est terrible. C'est terrible pour vous, c'est terrible pour la nation, pour le peuple. Alors, je pense que nous en sommes aujourd'hui dans le même état, même si nous avons aujourd'hui des compétences qu'on ne laisse pas s'exprimer, même ici, localement en Algérie. La question de la formation, de la compétence, savoir ce que nous allons acheter demain, dans quel type de produit nous allons investir, là est la question. Et la problématique, enfin, cette histoire avec la Libye et Goldman Sachs est un bon exemple. Monsieur Benkoussa, nous nous approchons de la fin de cette émission. Quels sont les prochains rendez-vous de votre pré-campagne? Alors, nous devons aller encore dans le sud, donc rencontrer nos compatriotes. L'Est nous attend aussi. L'Ouest nous rejoint aussi. Est-ce que vous envisagez de communiquer sur les difficultés que vous avez rencontrées? Bien sûr, et je communique. D'ailleurs, j'ai commencé à donner des interviews non seulement ici, mais aussi à l'international. Je ferai en sorte que toutes ces entraves soient dénoncées et que le processus électoral soit respecté dans sa transparence et que les Algériens puissent avoir le droit réellement d'exprimer leur vœu d'avoir un changement ici en Algérie. Un moment particulier dans cette pré-campagne, dans les jours qui viennent, éventuellement le oui de M. Bouteflika pour être candidat à la présidentielle. Est-ce que ça changera quelque chose dans votre campagne? Ça ne changera absolument rien. Vous savez, je ne dépends pas de M. Bouteflika. M. Bouteflika est un homme âgé, malade, qui a failli dans sa gestion. J'ai 41 ans, je viens d'un milieu social défavorisé. Je me suis construit sur ces 20-25 dernières années de fils d'ouvrier à devenir financier à la City. J'ai foi en mes capacités, je sais ce que j'ai fait dans le passé, j'ai une vision pour l'Algérie, je me focalise sur ce que je peux apporter. Ce qui m'intéresse, c'est demain et pas le passé. Bouteflika s'inscrit dans le passé, je m'inscris dans l'avenir. Monsieur Kamel Benkoussa, merci d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Pour bien s'entendre,
Il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.